En 1987, notre beau Nicolas aura l'opportunité de flexer ses muscles de la comédie avec un grand C grâce aux frères Cohen. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car! Uh-huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What? I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his face off. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, je suis Alexis Duclos et je suis comme toujours rejoint par ce cher Julien Asunsao. Salut Julien. Salut Alexis. Vous avez posé vos oreilles sur ce podcast dans lequel on écoute tous les films de Nick Cage dans l'ordre chronologique dans le simple but d'en parler. Et aujourd'hui, dans ce projet un peu fou, on va parler de Arizona Junior. Ça y est, là on voit qu'on progresse un petit peu dans la carrière, là. Il a des rôles un peu plus adultes, donc on sort un petit peu des comédies de lycée, donc ça fait un peu plaisir là. Je pense qu'on va voir quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Donc pour ceux qui ne savent pas, Arizona Junior en français, Racing Arizona dans son titre original, est un film de 1987, donc des frères Cohen. C'est leur deuxième film. Donc les frères Cohen, là on est sur le pendant comique, on va dire, a priori, des frères Cohen. Et donc en star, on a Holly Hunter, Trey Wilson et puis bien sûr Nicolas Cage qui vont occuper les rôles principaux. Pour rappeler un petit peu l'histoire qui va déjà, je pense, donner le ton du film. Donc c'est l'histoire de McDonough, enfin, je sais pas, faut voir comment on le prononce. Ouais, McDonough. Qui est une petite frappe qui fait que des larcins mineurs, on va dire, qui est pas très bon dans ce qu'il fait et qui, dans une de ses nombreuses incarcérations, va tomber amoureux d'une femme, Edwina. Ils vont se marier et lui veut mettre de côté sa vie de gangster. Mais il se trouve que leur objectif c'est de monter de faire une famille, mais la jeune femme est stérile, donc ils décident de trouver une solution et puis là ils ont un flash. Ils apprennent qu'il y a une famille d'un riche industriel et que sa femme vient juste d'avoir 5 enfants. Donc ils se disent, bah écoutez, 5 enfants c'est beaucoup, on va leur en prendre un et on va l'éduquer comme notre propre fils. Et bah ça va pas se passer aussi simplement que ça. Ouais, voilà. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, rappelle aussi un petit peu que dans Citizen Cage, on enregistre l'intro avant d'avoir vu les films parce que ça nous permet nous de voir si on les a déjà vus ou pas, et ensuite de se donner une impression avant de voir le film. Alors aussi pour ceux qui seraient pas trop au courant, qui sont moins bons avec les noms peut-être, les frères Cohen c'est quand même pas n'importe qui. C'est quand même les réalisateurs de films exceptionnels comme Fargo, The Big Lebowski, No Country for Old Men. Donc on parle quand même de gros réalisateurs et de gens qui sont très sincèrement hilarants. Donc avoir Nicolas Cage dans une comédie avec ces gens-là, c'est quand même assez fou. Et je sais pas toi si est-ce que tu avais déjà vu Arizona Junior ou pas, Julien? Je l'ai vu, j'ai des souvenirs assez flous. Je me rappelle juste que c'était de mémoire très humoristique. C'est vrai que les frères Cohen, ils sont toujours un peu à la limite entre l'humour et des films un peu plus sérieux. Il y a quand même toujours de l'humour dans leurs films, mais ils ont, voilà, entre le film très humoristique et le film plutôt sérieux, il me semblait que celui-là c'était quand même du côté très humoristique, donc c'est un peu les souvenirs aussi que j'en ai. C'est vrai, moi je l'ai vu pareil quand j'avais peut-être 13 ans, 14 ans, là, donc c'est sûr que ça commence à faire un peu vieux, mais je me souviens surtout de cette espèce de descente aux enfers de Nicolas Cage qui devient complètement pété parce que il lui arrive que de la merde. Donc c'est vraiment ce genre de film là avec ce gars qui vole un enfant puis il sait pas quoi en faire. de mémoire on est sur quelque chose de très cartoon.
C'est ça. Donc en fait, j'ai vraiment hâte de le revoir avec mes nouveaux yeux et ma nouvelle compréhension du monde par rapport à quand j'avais 14 ans. Ouais, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. J'ai vraiment hâte de le revoir. Ouais, moi j'en ai plutôt un bon souvenir, donc hâte aussi. Et pour donner quelques noms par rapport aux frères Coen sur ce qu'on disait tout à l'heure entre les films plus sérieux au moins, c'est voilà, ils ont pu faire des choses comme Fargo, The Big Lebowski, mais aussi No Country for Old Men ou A Serious Man, donc plus récemment Inside Llewyn Davis. C'est ça, ce genre de films qui peuvent quand même vraiment être très très sérieux, qui parlent de choses assez poignantes. Après leur premier film, bah tu sais, genre The Big Lebowski et Fargo. Moi aussi, Fargo, ça peut parler de choses assez importantes, mais Fargo, c'est entre les deux, justement. Il y a vraiment, ça passe de l'un à l'autre. C'est un peu, c'est ce qui est sympa. C'est leur côté un petit peu, et dans le cinéma asiatique, on retrouve ça aussi, ce côté, même dans un film sérieux, à un moindre instant, on peut repartir sur de l'humoristique. Mais il me semble que Raising Arizona, à part quelques commentaires sur peut-être, c'est quoi être un parent, je suis pas bien sûr que ce soit plus poussé que ça, donc on verra bien. Oui, puis bon, le synopsis en lui-même, il parle au final d'un sujet assez sérieux, qui parle d'une femme qui est stérile et de deux personnes qui aimeraient énormément être parents tellement qu'ils en viennent à étudier une solution a priori improbable. Donc, mais voilà, le sujet est sérieux en soi, mais voilà, il va être traité de manière très cartoon. Ce qui est en fait un peu pas mal la marque de fabrique des frères Coen quand on y remarque, mais ouais. Donc très hâte, je pense que je vais me lancer dessus, on se lance dessus tous les deux, on regarde ça et puis... Et on revient juste après. At first I didn't believe it, that this woman who looked as fertile as the Tennessee Valley could not bear children. But the doctor explained that her insides were a rocky place where my seed could find no purchase. It was inconsolable. Donc on va attaquer notre résumé du film et pour ceux qui auraient loupé l'épisode précédent, si c'est le cas déjà, allez écouter l'épisode précédent et puis tous ceux d'avant, hein, attention, il y a pas d'excuses. Mais bon, allez, on va quand même être gentil. Non, on a décidé de changer un petit peu un petit poil la formule, de faire des résumés, des déroulés un petit peu moins longs et puis pour pouvoir un peu se permettre de s'attarder un peu plus sur ce qu'on a pensé du film de manière globale ou même si on a envie après de revenir sur certaines scènes de pouvoir le faire, mais de moins s'attarder sur les détails un peu inutiles. Après ça dépend des films, mais c'est vrai qu'il y a certains films où il y a des scènes qui sont juste du remplissage et donc on va aller un peu plus vite là-dessus. Donc attaquons. C'est parti. On commence directement dans le vif du sujet. Le film est assez bon pour ça. Il décide c'est le personnage de Nicolas Cage, donc High, qui raconte sa vie et puis sa rencontre avec l'autre personnage principal, Ed. Tout ça en voix off et de manière assez accélérée. Là, on reconnaît tout de suite la patte des frères Coen au final. On a une intro qui est très dynamique, on va réussir à tout de suite nous poser les personnages, être dans l'humour, d'un point de vue chronologique, on avance assez rapidement dans le temps. On reconnaît tout de suite la patte des frères Coen. On comprend très très vite quel genre de film on va regarder, en 2 secondes et demie. Puis c'est ça, comme tu dis, ça commence direct avec Herbert, joué par Nicolas Cage, où on apprend très très rapidement que c'est un gars qui braque des convenience stores, des stations-service, ce genre de choses, mais qu'il est vraiment pas bon pour le faire, et donc il se fait à chaque fois. Il se fait gauler à chaque fois, ouais. Et en même temps, vu que qu'il a un bon fond et que il braque avec des armes qui ne sont pas chargées, il s'en sort plutôt pas mal et à chaque fois il est libéré assez rapidement. Donc 2-3 fois, on a cette boucle, où il va braquer une station-service, il se fait prendre la photo, prendre les empreintes par Ed, c'est là qu'il la rencontre,
il va en prison. Il la rencontre et on comprend qu'il tombe amoureux très rapidement. Oui, voilà. Oui, c'est l'amour au premier regard. C'est ça. Vraiment. Surtout plus de la part du côté d'Herbert. On sait pas trop des Duna, mais elle est pas insensible à ses charmes. Bah, au tout début, elle est avec quelqu'un, a priori, vu que une des deux ou troisième fois où on a cette boucle où il se fait à nouveau attraper et elle qui est policière, hein, parce qu'on l'a pas forcément dit, il la voit en train de pleurer, et justement, elle lui explique que son fiancé l'a quittée. Exact. Et puis on continue là-dessus, et puis il y a Hai qui après la 4e ou 5e fois, et cette fois il trouve le temps vraiment long en prison, et il se dit que il va sortir de cette boucle temporelle justement et arrêter de faire le con pour faire une proposition de mariage à Ed. Donc ça va très vite. C'est ça, il sort de la prison, au moment même où il est sorti, il va acheter une bague, il va proposer. C'est assez hilarant, justement. On revient avec ce comique de répétition où il croise des gens qu'il connaît, qui se sont fait arrêter pendant qu'il propose. Et puis, ils finissent par emménager dans une espèce de mobil-home dans le désert. Herbert trouve un travail dans un endroit où ils font des trous dans des pièces de métal, ce genre. Oui, en fait, il est à l'usine, quoi, en fait. Il se trouve un travail honnête, mais pas passionnant pour... Et pas super bien payé, apparemment, non plus, mais voilà, c'est honnête, il peut rentrer le soir avec sa femme, il est content, il appelle ça, comme il dit, lui, les beaux jours, finalement. Il se rend compte que ça, c'est les beaux jours. Puis, Ed veut absolument un enfant. Enfin, lui a l'air d'avoir envie aussi. Là, il y a pas de souci. Par contre, il va y avoir un gros hic qui est le point de départ du film, c'est que Ed se rend compte qu'elle est stérile. Malheureusement, ouais. Et du coup, gros coup au moral. Ed va même va démissionner par la suite. Et puis il va se passer un temps comme ça où ils savent pas trop quoi faire jusqu'au jour où il y a un flash info à la télé là pendant qu'ils sont en train de regarder ça, et ils découvrent que Nathan Arizona, qui est un riche entrepreneur qui revend, et qu'est-ce qu'il revend déjà, il revend des meubles. Il revend des meubles, voilà. Qui revend des meubles et des trucs comme ça. Voilà, sa femme vient d'avoir 5 enfants. Voilà. Donc eux ils se disent 5 enfants pour des gens comme ça, ils ont pas besoin de 5 enfants, personne n'a besoin de 5 enfants, 4 ça leur suffirait très bien. Pourquoi ne pas prendre le 5e et puis le prendre pour nous. Et c'est là-dessus que le film actuellement commence, et c'est parce que c'est quand ils prennent leur voiture pour partir kidnapper un des enfants qu'on a droit à l'écran titre Raising Arizona et ce Nicolas Cage, John Goodman, blablabla, les crédits finalement. Donc c'était vraiment un cold open, puis là on commence le film. Oui, mais au final une intro qui est très rythmée et qui dure pas si longtemps que ça. Et on comprend aussi là du coup l'explication derrière la signification derrière le titre. Et en plus, c'est ça, c'est un cold open qui donne vraiment le beat du film, qui nous montre que voilà, ça va être vraiment drôle, ou au moins vraiment absurde. Si vous aimez pas l'absurde, c'est sûr que vous allez pas trouver ça drôle, mais voilà. Ça nous présente pas mal les personnages, pas mal leur motivation, donc là on est bien parti, on est bien dans le film, on sait ce qui va se passer, et on y va. Et finalement... ils réussissent à kidnapper un des enfants dans une scène qui est absolument géniale. Après un petit moment d'hésitation. Et un petit moment vaudeville où justement Herbert High essaye de récupérer un des 5 enfants sans vraiment savoir lequel il a volé. Il l'a kidnappé, pardon, c'est pas pareil. Et que genre, il essaye d'en prendre un, puis parce qu'ils sont tous alignés dans un... Comment on appelle ça? Un landau? Un landau? Ouais, ils sont tous alignés, il essaye d'en prendre un, les autres s'échappent, donc tu sais, vraiment moment
un moment en vaudeville où il essaye de les récupérer puis de les replacer, il ressort parce que finalement il a pas réussi à en voler un, sa femme s'énerve en lui mode tu me ramènes un enfant, je veux un enfant dans mes mains, et il y retourne, il revient avec un enfant, qui sont convaincus que c'est Nathan Junior. Mais en fait, on n'en sait rien. Ouais, parce que d'ailleurs, le père est même pas sûr de quel il s'est fait voler. Donc, en tout cas, ils sont persuadés d'avoir pris le meilleur des enfants, le plus beau. Voilà, ils ont dit, voilà, on a pris le meilleur. Et ils sont déjà complètement amoureux de cet enfant, et ils veulent le protéger, ils veulent lui donner une vie formidable, puis ils le ramènent chez eux. C'est ça. Et puis, bah, vu que évidemment, il fallait pas être que du bonheur ce film, il fallait bien un petit élément perturbateur. On a notamment en guise de premier élément perturbateur deux anciens compagnons de cellule de Hai qu'on avait vu un peu plus tôt dans le film brièvement, qui s'évadent de prison et qui décident de venir lui rendre visite. Avec un John Goodman de toute beauté, exceptionnel. Il dit, film des frères Cohen, dit John Goodman. J'aurais été vraiment très déçu de ne pas le voir apparaître. Ah, et en plus, il est beau. Il est en sobriété, il est beau. Et voilà, comme tu dis, ils sortent de prison et la première chose qu'ils font, c'est venir chez Hai, parce que c'est probablement la seule personne qu'ils connaissent en dehors de la prison. Et Ed est pas super joyeuse de ça, parce que même si elle est plus policière, elle a quand même été policière, puis elle aime pas trop avoir des gens qui se sont évadés de prison dans son salon. Ouais, et puis bon, c'est pas vraiment le moment pour eux d'éveiller les soupçons. C'est exact. Elle sent bien que c'est deux personnes qui ont pas l'habitude de rester vraiment discrètes, et que tant qu'ils sont chez eux, ça les fait courir le risque d'avoir la police qui arrive d'un instant à l'autre, que ça commence à poser des questions, et que les gens découvrent que l'enfant n'est pas le leur. Et en plus, ils ont l'air de les deux évadés ont l'air de venir embêter un peu Hai avec le fait qu'ils ont l'impression que Ed porte la culotte et que elle te laisse plus faire ce que tu veux, donc Hai est un petit peu tenté de retourner à ses anciennes occupations de voleur, de bandit de grand chemin. Globalement, c'est des invités quand même qui sont de très mauvaise qualité. Ils sont très très nuisibles. Ça mange tout et n'importe quoi, ça en fout de partout, ça met les pieds sur la table, ça boit toutes les bières du frigo, déjà que ça rend ils rentrent, ils arrivent, ils sont pleins de bouffe, clairement, y a rien qui va les faire être appréciés par Ed. Exact. Et les problèmes deviennent encore pires quand Ed décide d'inviter le superviseur de Hai à l'usine chez eux avec sa femme, jouée par une Frances McDormand jeune, absolument exceptionnelle. J'adore cette femme. Parce qu'elle veut commencer à se faire des amis, à monter un peu dans la société. Maintenant ils ont un enfant, voilà, c'est le genre de truc logique de faire des amis avec d'autres parents finalement. D'ailleurs des parents exécrables parce que leurs enfants sont pourris. Cette scène, elle est folle. C'est vraiment je crois que c'est vraiment les personnages, ils nous ont réussi à nous les rendre mais tellement insupportables en 5 secondes. Le père là, mais il a tout ce qui est détestable chez une personne. T'as les gamins qui font n'importe quoi à côté, ils s'en balèquent, il est raciste possible. Enfin, il arrête pas de faire des blagues sur les Polonais, il balance des... c'est quoi, c'est des pierres sur son gamin? Et il lui dit, sois rapide, puis il lui balance un truc à la tête, puis le gamin se baisse par terre pour les éviter. Il est immonde. Et puis, ça va aller de pire en pire parce qu'il finit, en discutant avec Hai dehors, par lui proposer un petit plan échangisme. Qui a la réussite de faire un peu péter un câble à Hai qui lui décoche une droite
puis même voir un peu plus que ça parce qu'il finit dans vraiment un sale état. Et ouais, il se prend un poteau, puis... Ed qui est un peu énervé après Herbert parce elle sait pas pourquoi il a pété un câble comme ça. Bon, finalement il va pas rentrer dans les détails et puis on va un petit peu oublier le couple de gros cons pendant 2 ou 3 secondes. Mais malheureusement, ça a la conséquence de faire perdre son travail à High, ce qui malheureusement le remet dans une position un peu précaire. Et les 2 autres, comment on appelle ça, les 2 autres évadés semblent lui dire, écoute, t'as l'air d'avoir des problèmes avec ta femme, puis je suis à peu près sûr que c'est lié à l'argent. Nous, on a une idée, on va aller braquer une banque, viens avec nous. Et ça commence à rentrer un peu dans sa tête. C'est ça. Et puis en plus, un peu plus tôt, on a vu qu'il avait déjà craqué en essayant de braquer un magasin. Alors qu'il y avait Ed qui l'attendait avec le bébé dans la voiture et bon, on sent qu'il est un petit peu en train de recraquer. Il repart un peu sur ses instincts primaires. Il y a un peu ce côté, la personne que je suis réellement, c'est ce braqueur et j'ai rien à faire en tant que bon père de famille. C'est pas vraiment moi. Et puis voilà, donc on a déjà les problèmes qui étaient réapparus avec ça et là quand donc ses potes se font cette proposition, forcément ça le fait réfléchir et jusqu'à ce il prépare une lettre d'adieu pour Ed en lui disant que qu'il se reconnaît pas dans cette vie-là et que lui c'est pas un bon gars, il est pas fait pour ça. Mais il y a un élément qui va faire qu'il aura pas le temps de partir, c'est qu'on va avoir le fameux superviseur qui s'est pris une branlée par High qui va revenir pour lui faire un coup de chantage parce qu'il a découvert que le bébé c'était celui qui avait été volé à la famille Arizona. Voilà, donc il vient le voir en mode oh t'approches près de moi, mais il est quand même super stressé. Et il lui dit voilà, je sais que l'enfant qui est là c'est Junior. Donc soit tu me donnes le gamin, parce qu'il le veut pour lui, vu que sa femme veut un nouvel enfant, elle en veut un 6e, déjà qu'elle sait pas s'occuper de ses 5 premiers, ou alors il va aller en parler à la police. Voilà, parce qu'il fallait rendre le personnage un peu plus insupportable. Ouais, voilà. Et malheureusement, il a... Voilà, encore un retournement de situation. Il y a les potes qui étaient à côté, qui ont entendu cette histoire et qui... Parce que l'autre gueule comme un sale. Oui, parce que c'est marrant, parce que sur la scène, il découvre que ses potes ont entendu parce qu'ils avaient soulevé les rideaux pour voir, mais en fait, c'est surtout que l'autre gueule, donc qu'ils ont entendu, parce que le fait qu'ils l'aient vu parler, ça les a pas spécialement gênés, mais en tout cas, ils décident de profiter de ça et de d'attacher Nicolas Cage et de partir avec le gamin parce que ils sentent qu'il y a de l'argent à se faire. Hein. Et donc, on a le droit aussi à un combat entre John Goodman et Nicolas Cage que j'ai trouvé absolument génial parce que c'est vraiment un combat absurde où ils sont tellement dans un endroit closeté que quand High essaye de frapper, il se fait mal en se frappant les mains contre le plafond, l'autre essaye de mettre un coup puis il frappe dans un tiroir ou je sais plus quoi puis il récupère quelque chose à l'intérieur puis se met à le frapper. C'est vraiment très très drôle. Ils finissent par attacher High comme tu dis et ils s'en vont pour braquer la banque comme ils avaient eu envie de le faire. En plus, en prenant Junior pour se dire, on va se faire encore plus d'argent finalement. Et soudainement, Ed, qui était parti, je sais plus où. Oui, elle devait faire une course ou quelque chose comme ça, mais oui. Revient et croise les deux évadés passer devant elle, puis elle est genre parfait, tant mieux ils sont partis. Et quand elle arrive, elle voit son mari attaché et plus d'enfants. Et là j'étais étonné parce que je pensais vraiment qu'il nous allait faire le coup de Ed qui allait lire la lettre
Mais au final, cette lettre, non, on l'oublie complètement. Ils décident de partir tous les deux à la poursuite des anciens compagnons de cellule de Nicolas Cage pour les rattraper et récupérer le bébé. Et au même moment, on a un petit peu un subplot qu'on a un peu oublié de parler, cette espèce de gars super bizarre sur une moto, où à un moment, Ai fait un rêve de ce gars-là et il pense qu'il a libéré l'apocalypse et tout ce qu'il voit, c'est un immense mec en cuir, tu sais, genre un biker avec une veste de cuir, des grenades attachées sur lui, fusil à canon scié dans le dos sur une moto, qui tire sur des lapins et qui balance des grenades sur des trucs complètement innocents. Ouais, c'est ça, ouais. Le pitch, c'est le mec, il aime pas tout ce qui est mignon, petit et innocent. Il leur balance des grenades. Enfin, c'est très drôle parce que c'est vraiment too much. Et on a une espèce de petit fil conducteur où ce mec passe d'endroit en endroit. Il remonte la piste en fait, c'est se rapprocher, ça. Voilà, il remonte la piste pour se rapprocher jusqu'à High et il finit par aller faire une espèce de chantage à Monsieur Arizona qui lui a posté une prime, voilà, de $25,000 à quiconque retrouvera l'enfant, et donc ce gars qui s'appelle Leonard Smalls finit par lui dire moi je veux pas 25 000, je veux 50 000. Et de toute façon je vais le trouver le gamin, je vais le trouver, mais soit tu me donnes 50 000, soit je vais aller le vendre, parce que je gagnerai plus d'argent que 25 000 si je vends un enfant à des gens qui veulent des enfants. Donc le gars lui dit je suis sûr que c'est des conneries, je suis sûr que c'est vous qui avez volé mon enfant. Il commence à appeler la police et Leonard Smalls est plus là. Mais bon, c'est important pour un peu plus tard. Ah oui, justement, il y a un peu tous ces personnages qui vont finir par se croiser au même moment. On a d'un côté, les potes qui étaient partis avec le bébé qui finalement braquent la banque, qui réussissent, mais qui finalement se font avoir parce que les billets explosent, ils se retrouvent avec plein de peinture à l'intérieur de leur bagnole. Là, ils recroisent les deux parents, les nouveaux parents, donc Ed et High. Et en même temps, entre-temps, il y a le bébé qui a été qui est récupéré au final par Leonard Small. Et là, on a une espèce de combat final. C'est un peu Leonard Small, c'est un peu le boss de fin pour récupérer le bébé. Donc on a il récupère le bébé un petit peu. Il y a High qui dit à Ed de partir avec le bébé pendant qu'il s'occupe de Leonard Smalls. Finalement le combat est pas vraiment équilibré parce que il y a un gros mec badass qui est en face. T'as Herbert qui joue un peu le rôle d'un faux gangster, donc c'est un peu c'est un gangster raté. Là, il fait pas le poids, mais il finit par réussir à dégoupiller une grenade qui est attachée à la veste de Smalls, et du coup lui il se barre et t'as Smalls qui explose. Voilà, il y a plein de... Toute cette scène est absolument folle parce que voilà, on suivait un peu les deux évadés qui arrêtent pas d'oublier le gamin sur la route à chaque fois qu'ils remontent dans leur voiture. Donc c'est comme ça en fait que Leonard Smalls réussit à récupérer l'enfant parce qu'il l'a oublié sur la route. Il le ramasse et il l'accroche sur le devant de la moto. Enfin, c'est très très drôle. On a aussi cette petite discussion entre High et Ed qui décide, Ed surtout, qui décide que s'ils récupèrent l'enfant, c'est fini entre eux. Ils vont plus jamais. Il faut ramener l'enfant en fait. Ils ont décidé qu'ils allaient ramener l'enfant quoi qu'il arrive. Et c'est finalement ce qu'ils font quand ils réussissent à récupérer. Oui, parce que l'idée c'est tous ces gens qui essaient de nous piquer le bébé, en fait, c'est des vols, ils essaient de nous le voler, mais nous, on n'est pas mieux. On a fait la même chose. C'est ça, exact. Ils ont fait la même chose. Donc ils finissent par retourner chez Nathan Arizona et ils reposent Nathan Junior et ils sont confrontés par Nathan Senior
qui leur demande, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? On a retrouvé votre enfant. Puis finalement, Nathan Senior apprend que c'est eux qui ont volé l'enfant. Et il y a un petit moment assez jovial, ouais, gentil, où finalement Nathan Senior lui dit, vous devriez pas vous séparer juste pour ça. Ah, c'est ça, au final, il le prend plutôt bien de voir la personne qui leur a volé, de rencontrer les personnes qui lui ont volé son gosse. Non, puis il explique que lui, avec sa femme, ils avaient aussi des problèmes de fertilité, hein, et que d'un coup, ça s'est résolu, voilà, et que même si ça se résolvait jamais pour eux, au moins ils avaient l'un et l'autre, voilà. Et le film se termine plus ou moins sur Hai et Ed qui sont finalement de retour dans le même lit, et Hai refait un de ses rêves comme le rêve qu'il avait fait au début avec l'apocalypse où il avait peur de ça, et finalement ce rêve-là, d'ailleurs c'est un peu creepasse parce que il rêve que dans le futur il va offrir des cadeaux à Nathan Junior, qui va aller le voir jouer au football, et que finalement ils vont finir par avoir une famille à eux avec des enfants, des petits-enfants, et ils vont peut-être finir par vieillir ensemble avec une famille, et il considère que ce rêve-là, ça va peut-être être son futur, que c'est une belle chose à attendre finalement. Et puis voilà, le film se termine là-dessus. Et c'était Arizona Junior. Et c'était bien. Et c'était génial. Déjà petit sidebar de ma part, j'adore l'absurde. Je suis un grand fan d'absurde, j'adore ce genre d'humour 100%. Puis c'est drôle, c'est bien filmé, ça parle de sujets assez violents, assez graves, mais de manière très légère. C'est absolument incroyable. Le film dure 1h30, je crois, 1h40, et je l'ai pas vu passer, quoi. C'est un roller coaster, puis tu mets tes pieds sous la table, puis tu te laisses faire, quoi. C'est génial. C'est un film que j'ai adoré. Oui, il y a vraiment une science du rythme assez incroyable sur ce film. Enfin, bon, là, il est pas très long, mais j'ai l'impression que le film aurait pu durer 3 heures, qu'on ne se serait pas ennuyé non plus, parce que ça c'est vraiment la science des frères Cohen là-dessus. Dès l'intro, justement, on expliquait qu'elle avait été traitée assez rapidement, puis après c'est du non-stop, ça s'arrête vraiment jamais, quoi. Et pourtant, le pitch est assez simple, il se passe pas tant de choses que ça, mais il y a des scènes aussi qui durent, qui sont assez incroyables dans leur rythme fou, quoi. On a la première qui me vient à l'esprit, c'est cette course poursuite quand Hai essaye de braquer le magasin, et puis il y a Ed qui est dégoûté, alors du coup elle décide de partir, et ils se retrouvent un peu cons, hein, à courir pour s'enfuir. Il y a le gérant du magasin qui lui court après, les policiers qui lui courent après t'as des chiens qui se mettent à courir après parce qu'en s'enfuyant il en a libéré un, et du coup tout le monde s'est mis à suivre. Ils se retrouvent, ils traversent un magasin, à chaque fois t'as tout le monde qui les suit, ils retombent sur les chiens. Enfin, c'est très marrant, c'est vraiment très cartoon comme film là. Mais pourtant, à côté de ça, il tombe pas dans l'humour facile sur certains moments. Par exemple, il y a un micro instant où il y a une petite blague avec le bébé qui fait ses besoins pendant qu'il y a un des potes de Hai qui le tient dans ses bras, mais il tombe pas dans cet humour-là. Il arrive à être à la fois dans un humour cartoon très vaudeville, des courses poursuites, des gags visuels, et en même temps il est pas non plus dans le gag lourd et gras. J'ai l'impression qu'ils ont réussi à
à utiliser la règle 2-3, mais à une science, quoi. En général, dans l'humour, la règle 2-3, c'est que tu veux pas aller à plus de 3 fois une répétition de quelque chose. Sinon, ça devient bizarre, ça devient étrange. Il y a certaines personnes qui, justement, poussent l'enveloppe pour créer du malaise. Ouais, généralement, faut aller Et dans ils font l'extrême ça inverse, avec, sinon, c'est tu. voilà, c'est ça. Et eux, ils ont réussi à faire genre, tout est en règle de 3. Au début, on voit justement Hai aller en prison 3 fois, il passe devant le même juré, les mêmes 3 gars qui lui disent, bon, vous savez ce que vous êtes un récidiviste. Puis l'autre est genre, ouais, mais j'ai changé, promis. Ok, then. Puis, c'est toujours ça, c'est pareil justement la scène que tu dis où il vole des couches. Si tu regardes, il en vole 3 fois, il vole une fois dans un magasin, il les perd, il commence à courir, À chaque fois, il y a ça fonctionne un peu de la même façon, c'est une fois il met en place le truc, la deuxième fois, il la met en place dans le même contexte et quand quand ça va pas être dans la troisième fois, ça sera dans un contexte différent. Le Okizen, la troisième fois, c'est quand ils sont en train de se marier. C'est ça, ouais. Les couches, la troisième fois, c'est quand il la récupère, c'est les couches qui étaient restées sur la route. Il y a tout ça, en fait, à chaque fois, la troisième fois, c'est dans un contexte inattendu. Et c'est là, et on se dit, ah oui, il y a un peu, voilà, t'as les frères Cohen qui nous font un clin d'œil en disant, tu te rappelles ce qu'on avait fait comme blague? Et bah, cette fois, on l'a refait, mais à un moment où tu t'y attendais pas. Et il y a beaucoup de foreshadowing où ils vont te montrer plus ou moins ce qui va t'arriver. Justement, le passage où ils récupèrent des Pampers avec la voiture en marche directement en passant à côté. Là, il sort sa main, il attrape le paquet de couches qui est par terre. Rappelle aussi à la fin où il y a eux dans la voiture et Leonard Smalls qui essayent de récupérer l'enfant qui est par terre et qui courent dessus tous les deux, où on s'attend justement à ce que Hai réussisse à refaire la même chose qu'il a fait avant, mais sauf que cette fois non, c'est l'autre qui le prend puis qui le met, comme tu disais, sur le devant de sa moto qu'on a rien à carrer. Puis c'est ça, c'est la même chose avec tous les méchants du film, à part le gros vilain, Leonard Smalls, finissent par tomber amoureux de l'enfant et le veulent pour eux. On a Ed et Hai qui finissent par tomber amoureux de l'enfant à partir du moment où ils le prennent dans les bras. Un à chaque fois. C'est ça. Ensuite, on a la femme de Gale, non, comment il s'appelle? De l'autre, là, oui. qui se fait péter le nez, qui tombe amoureux de Nathan Junior la première fois où elle le prend dans ses bras et qui veut le kidnapper. Et ensuite, on a les 2 voleurs qui, pareil, tombent amoureux du gamin, tu disais quand justement il se fait caca dessus, puis que t'as l'autre et genre oh mon dieu c'est la plus belle chose au monde, puis voilà, et en fait il y a ce fil conduit, cette répétition qui est à la fois dans l'humour, dans l'histoire, dans les beats. C'est absolument génial, c'est rythmé, c'est bien fait, c'est drôle. Il y a des scènes qui m'ont genre plié, mais vraiment. Une scène qui m'a vraiment tué, c'est quand Ed revient et qu'elle voit Hai qui est attaché, elle le libère, puis après elle est un peu en mode catatonique sur une chaise, et derrière t'as Nicolas Cage. Donc c'est un plan fixe, on voit juste Ed, on voit la tête de Ed au premier plan, puis il y a Nicolas Cage qui fait du hors-champ, puis qui passe dans le champ, puis qui ressort, puis qui rentre, qui ressort, et qui fait une espèce de... il s'excuse en fait. Je dis oui, t'avais raison, j'avais tort. À partir de maintenant, on va être des bonnes personnes. Et au même moment, tout ce qu'il fait, c'est récupérer toutes les armes à feu qu'il a autour de chez lui, en mode on va aller récupérer l'enfant et on va être des bonnes personnes. Et cette scène-là m'a juste tué, quoi. Cage est vraiment drôle en fait. Il a un sens du rythme qui est quand même vraiment bon et il s'en sort plutôt bien. Il y a vraiment un humour visuel qui est assez rare au final. Oui. Et du coup, ça fait plaisir. On a un petit peu. Maintenant, on retrouve. Il y a un peu ça qu'on retrouve chez Garwright. C'est moins poussé à l'extrême. Il y a aussi de l'humour qui se passe par autre chose que le visuel. Mais il y a vraiment une science. On peut faire un gag tout con. Mais eux, vu qu'ils sont parfaits dans le timing des gags,
ça, il va à chaque fois avoir le bon moment de pause. Ça va se passer. Le mec va avoir commencé son dialogue qui va commencer au moment parfait. Bah, la réalisation de ces gags rend la chose beaucoup plus drôle. En fait, il y en a même des gags basiques. Bah, avec eux, ça fonctionne parce qu'ils ont le timing et puis aussi parce que les acteurs ils sont tous ils ont tous une performance parfaite en fait. Alors, est-ce que c'est les frères Cohen qui arrivent à tirer ça d'eux? Mais en tout cas, est-ce qu'ils sont très bien dirigés ou si c'est naturel chez eux? Mais c'est pas facile non plus de réussir à avoir la bonne élocution pour faire de l'humour. Donc à chaque fois il tombe pile poil au bon moment pour sortir la chute du gag. Enfin, je pense que c'est un peu des deux, mais je pense qu'ils ont été très bien dirigés. Ils ont été très bien dirigés, des bons acteurs. Le montage est parfait aussi. Si j'ai remarqué, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, peut-être que je me trompe parce que bon, ça fait quand même quelques jours que je l'ai vu, mais il me semble qu'il n'y a pas une scène où il n'y a pas un minimum de mouvement, que ce soit la caméra qui bouge ou alors qu'il y ait quelque chose qui bouge dans le cadre. Et c'est souvent des mouvements. La caméra va être très douce, mais par contre les mouvements à l'intérieur vont être assez comment dire, frantique, genre la scène avec les enfants qui courent partout, puis l'autre qui je sais pas ce qu'il fait. Il y a beaucoup de mouvements tout le temps, puis je pense que c'est ça qui rend aussi tout cet acting absolument génial et où t'arrives à récupérer en fait où tu vois peut-être moins quand c'est moins bon, en fait, parce que t'es concentré sur il y a du mouvement, et par contre, quand c'est bon, ça te saute à la gueule, tu vois. Je pense surtout, j'en reparle parce que j'adore cette femme, Frances McDormand, qui est accessoirement la femme de Joel Cohen, je crois. Un des deux. Un des deux. Il me semble que c'est Joel. Pardon si c'est pas Joel, je m'excuse. Et cette femme-là est juste exceptionnelle. Du moment où elle rentre parce qu'ils viennent les voir dans leur mobil-home, elle ouvre la porte, puis elle est là, quoi. Elle prend l'image, puis elle fait des grands mouvements, elle marche de partout, ah mon Dieu, t'as pas vacciné tes enfants, faut absolument que tu vaccines tes enfants, des grands mouvements de bras, puis elle est excitée, mais t'as l'impression pas mal tous les personnages, à part 2 ou 3, sont vraiment dans l'action tout le temps, en fait. Et ça donne justement énormément de poids à leur acting quand ils sont plus nuancés, je trouve. Tu sais, quand ils sont plus calmes, tu le remarques, en fait. Donc ça aide énormément à des moments un peu plus doux, un peu plus amers. Ouais, ça crée un contraste. Exact. Et tout le film est des contrastes, justement. Enfin, il est maîtrisé, mais à un point, genre, assez incroyable, en fait. Les frères Cohen sont vraiment bons. Puis, comme tu disais, c'est leur deuxième film, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, on parle avant Fargo, avant The Big Lebowski, comme quoi leur art, bon, c'est sûr qu'ils ont dû faire d'autres choses avant, hein, mais leur art était quand même déjà bien raffiné à ce moment-là, donc c'est génial. J'adore ce film. Je conseille à n'importe qui d'aller voir ce film, vraiment. Et puis en parlant des frères Cohen, je recommande d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, il y a une vidéo du compte YouTube Every Frame Painting qui parle justement de leur talent pour faire des shots reverse shots, donc des plans alternés entre deux personnages lors d'un dialogue par exemple, qui sont une des choses les plus basiques au cinéma, mais que eux arrivent à rendre intéressant, jamais ennuyant, à sortir. Ils font pas que des échanges basiques, des alternances basiques, et à chaque fois il y a aussi les personnages sont posés très rapidement. Ils sont capables de
en une scène, un plan ou deux, tout de suite on va comprendre le personnage, quelle est sa personnalité. Ça passe par la façon dont il est filmé, mais ça passe aussi par la façon dont il est habillé, tout ce qui se trouve autour de lui. Généralement, il compose le plan où on va rencontrer les personnages, même des fois des gens qu'on va croiser une fois. Hein. Par exemple, le gérant du magasin qui se fait braquer, il y a toujours un plan où il est comme ça de face, assez près, et puis avec tout ce qu'il y a autour de lui, la façon dont il est habillé, son expression, généralement même un personnage qui va pas revenir comme ça, ils n'ont pas besoin de le décrire, juste visuellement, ils vont être capables de te faire comprendre qui il est. Et ça, c'est quand même un talent très important, parce que c'est une des choses qui revient le plus souvent dans les films. Et il y en a certains réalisateurs qui vont être un petit peu perdre le spectateur dans ces moments-là, parce que il y a vite une monotonie qui peut s'installer, et avec eux, ils arrivent à sortir de cet écueil. Et les frères Coen ont aussi un autre talent qui est absolument génial et qui est formidable dans Raising Arizona, c'est qu'ils sont capables de donner une voix à leurs personnages. Faut prendre plusieurs de leurs films. Tu peux prendre, j'adore ces deux films, donc c'est souvent ceux que je retourne, Fargo et The Big Lebowski. Fargo, ça se passe dans le Minnesota, et ils ont vraiment une voix, des accents, des maniérismes qui est très c'était très caricatural. Leurs personnages mais sont souvent très extrêmes dans leur façon de s'exprimer. Ils ont tous, chacun leur façon de s'exprimer. Ça peut être des expressions, ça peut être un accent, mais ils sont beaucoup caractérisés par ça. Et ça leur donne une personnalité propre qu'on retrouve pas forcément chez d'autres réalisateurs, d'autres scénaristes ou d'autres. Et ils ont Nicolas Cage là-dedans, encore. Bon, cette fois-ci, il est parti dans l'accent, mais dans l'accent maîtrisé. Ah oui. Et mais il a une voix, des dialogues qui sont exceptionnels, et qui sont aussi à la fois très banals. Ils sont juste capables de donner des personnages qui vont juste dire des choses absolument banales, mais qui vont te donner l'impression qu'ils sont en train de dire quelque chose de super intéressant, aussi grâce à ce que tu disais au chant contre chant, qui marche super bien, mais aussi par rapport à la façon ils ont bien défini leurs acteurs, leurs acteurs savent comment jouer ce personnage-là, cette manière, ce maniérisme, cet accent, ce qui d'ailleurs, si on revient un petit peu plus sur notre cher Nicolas Cage, parce que c'est là-dessus qu'on parle, a été un peu pas choqué, mais c'est pas la manière dont il est habitué à travailler. Lui, il est habitué à travailler, dans le ad-lib, il improvise, on l'a vu dans Peggy Sue Got Married, même son oncle le laisse faire n'importe quoi. Donc quand il est arrivé dans ce film-là, où les gars lui disaient non, parce que on parlait du timing tantôt, avoir un timing, c'est super important. Il faut être carré. Il faut pas sortir de ce qu'on lui a dit de faire, finalement. Voilà. Eux, ils ont prévu de faire cette scène de cette manière. Fais la scène de cette manière. Et Nicolas Cage n'est pas une personne qui, à l'époque, et même maintenant, il me semble, était habitué à faire ce genre de choses. Donc ça l'a un peu troublé. Mais au final, il s'en sort vraiment très bien. Oui, et puis, les frères Coen, ils ont quelque chose, c'est qu'ils adorent, faire des portraits de personnages un petit peu débiles. C'est vraiment des idiots un peu, voilà, c'est vraiment leur truc. Il y avait une phrase, je sais plus exactement ce qu'ils avaient dit, mais sur George Clooney, en disant on est désolé, mais on trouve qu'il est parfait dans les rôles de débiles, quoi. Ils ont pas tort, Et là-dessus, Nicolas Cage, sur ce rôle-là, dans Raising Arizona, il est parfait, quoi, dans ce rôle de mec un peu benet, un peu idiot. En fait, c'est un acteur parfait pour les frères Coen. Je pense bien honnêtement que s'il avait été vraiment capable d'accepter cette manière de tourner, il
ils auraient probablement fait plus de films avec lui, parce que comme tu dis, voilà, il est parfait dans ce mec paumé. Il est paumé, ce gars-là. Tu le vois, déjà avec sa coiffure, genre, pété, sa moustache, Bon, on parle, l'impression qu'à chaque fois on parle des coiffures de Nicolas Cage, mais c'est là. Là, elle est violente. Et ce que j'adore, c'est que en 2 secondes, au début, il te montre à quel point c'est aussi un grand enfant, parce il montre genre le tatouage de Woody Woodpecker qu'il a sur le bras, puis t'es juste genre, pourquoi ils nous ont montré ça en fait? Mais c'est parce que tu te rends compte, ouais, il est paumé dans la vie. C'est pas bien ce qu'il fait. Tout ce qu'il sait faire, c'est braquer des supérettes, et encore il y arrive pas. Ah si, par contre, une chose qu'il sait très très bien faire, c'est pas se faire tirer dessus. Ça, il le fait super bien. Il se fait tirer dessus tout le temps, enfin, pratiquement tout le temps dans le film, puis il s'en sort plutôt bien. Mais, enfin, il est parfait. Et ce que j'adore, c'est... Je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais, parce que les frères Cohen aiment des personnages qui sont idiots, oui, mais pas des, tu sais, pas la caricature de l'idiot, pas le mec qui est genre, je sais pas ce que, non, c'est vraiment juste des gens qui ont pas de cerveau, en fait, qui réfléchissent pas. Je pense que c'est plus ça. C'est plus des gens qui réfléchissent jamais. Et là-dedans, Nicolas Cage est exceptionnel. Il a pas de cerveau. Il rentre dans une scène et t'as juste l'impression que il fait ce qui lui passe par la tête, et Nicolas Cage arrive vraiment bien à exprimer ce côté. Dans ma tête, il se passe rien. Suffit de voir ses yeux, les moments où il parle, il a une espèce de posture un peu bizarre, où les seuls moments où en fait où t'as l'impression qu'il prend le devant, où il est dans l'action, c'est les moments où il veut protéger Ed. Par exemple, le moment où Glenn, l'autre gars, veut lui proposer un échange de femmes. Là, soudainement, voilà, il est dans l'action, il se relève, puis il le frappe, quoi. Il y a pas de... soudainement, c'est plus un idiot, mais le reste du film, il est... Oh mon Dieu, tout le monde doit voir ce film. Tout le monde. Il fait des faces... Et pourtant, il va pas dans l'extrême, hein. On parle pas... En fait, il peut aller dans l'extrême, mais dans la diégèse du film, on va dire, dans l'univers des frères Cohen, il est pas plus extrême que les autres. Il est complètement cohérent avec l'univers que créent les frères Cohen. Voilà, quand il y a Smalls qui apparaît, il lance des grenades sur des lapins, t'as les lapins qui explosent, enfin t'as même pas les lapins qui explosent, t'as une grosse explosion. Enfin c'est du too much, mais dans l'univers du film, du coup ça fonctionne. Ça va super bien. Les personnages, quand ils en font trop, c'est cohérent. Ça choque pas. Donc c'est ça, il y a 2-3 moments où il fait des faces, surtout cette scène où ils prennent une photo et ils ont tous les deux l'air Ed et I avec l'enfant, puis ils ont tous les deux l'air extrêmement perdus à l'idée de qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce gamin. Ils ont une face genre... Et c'est clair, elle est tirée, elle est grotesque, mais c'est vrai que ouais, après avoir vu un gars tirer sur des lapins, c'est genre bon, ça passe bien, tout va bien. Franchement, cette performance de Cage, qui, je vais être honnête, elle est quand même très toned down, elle est calme par rapport à ce qu'on l'a vu faire ou ce on va le voir faire plus tard. Mais elle est formidable, et je pense que bien honnêtement ça c'est très clairement Joel et Ethan. C'est pas c'est moins lui qui fait ce qu'il veut, et c'est plus il se fait diriger, et ça donne d'excellents résultats. Oui, et puis voilà, il est dans un cadre où il peut s'exprimer sans que ça choque, que ça paraisse bizarre. Bon, c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression que on le reverra plus être dans cette optique-là. Je me dis que c'est dommage, c'est une part de sa carrière que
que j'aurais bien aimé voir plus souvent. Je pense que, comme on l'a dit plus tôt, ça aurait été un acteur idéal à revoir dans d'autres productions des frères Cohen. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que si on va plus loin dans sa filmographie, le plus proche, c'est plus le rôle du gars qui perd la tête finalement, mais c'est pas ce rôle d'idiot. Et j'avoue que j'aurais aimé personnellement voir ce rôle d'idiot avec son improvisation à lui, sa manière d'improviser. Je pense que ça aurait donné quelque chose de très intéressant aussi à voir. Voilà, ou plus globalement sur du film humoristique. On l'a au final assez peu vu sur du film humoristique, et c'est dommage. Il s'est coupé tout un pan tout un genre du cinéma où il a démontré avec ce film notamment qu'il en est fortement capable. Et oui, c'est ça, c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est rare d'avoir un sens du rythme pareil, c'est compliqué. Après, une fois de plus, comme on disait, est-ce que le sens du rythme, c'est lui qui l'a, ou est-ce que c'est plus les frères Cohen? Personnellement, j'ai tendance à croire que c'est plus les frères Cohen, mais c'est vrai qu'il a de quoi faire. Il aurait pu au moins essayer de travailler dessus. Et c'est dommage. C'est dommage. Pour finir sur cette performance de Nicolas Cage, comment on peut la noter sur notre désormais fameuse échelle de Cage? Échelle de Cage, et pour être honnête, c'est très compliqué, oui. En fait. C'est très compliqué parce que il est doué, il est vraiment bon, mais je pense pas qu'il se donne à fond, vraiment. Surtout, comme on vient de l'expliquer, parce que c'est beaucoup de la direction et pas tant lui qui a fait ses choix. Même si je suis sûr qu'il en a fait, hein, c'est pas ce que je dis. Donc, ça me peine beaucoup de donner une note aussi basse, entre guillemets, pour un film pareil qui est exceptionnel. Une fois de plus, allez le voir, c'est incroyable. Allez le voir aussi, il passe plus au cinéma. Hein. Allez le voir au cinéma, les gars. Trouvez un 35 mm et allez le voir au cinéma. Un grand écran, du popcorn, tout. Pour vrai, si vous pouvez, faites-le, parce que faites-le. Il est beau, la pellicule, je suis sûr, en 35 mm doit être magnifique, la colorométrie est juste belle, enfin, c'est un beau film en plus. Mais, pour en revenir à ce que je disais, je pense que je lui mettrais un 7. Eh écoute, j'irai avec un 7. Je suis parti sur un 7,5, donc on est à peu près raccord. On est à peu près raccord. On va couper la poire en deux, puis voilà. Un 7,2,25 Un oui, 7,25 voilà, c'est bien, tu es très fort en maths. Ouais, mais est-ce que ça marche dans notre échelle? Il y a pas de règle de toute façon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce film? Pas vraiment, je pense qu'on a bien fait le tour. On a bien fait le tour. On pourrait toujours aller plus en détail, mais on a bien une idée de ce qu'on en a à dire. Il faut garder un peu de surprise pour les gens qui vont le découvrir, si on leur a donné envie. C'est ça. C'est la première fois en vrai, parce que là on a vu plein de films où je suis vraiment en mode allez le voir, genre allez voir les autres films parce qu'ils sont super intéressants, mais celui-là j'ai juste pas envie d'en dire plus que ce qu'on en a dit, même si on en a déjà dit beaucoup, parce que c'est vraiment une expérience plus qu'un autre chose. Faut l'expérimenter, faut le voir, quoi. Donc j'ai pas forcément plus de choses à dire sur Raising Arizona, mais par contre sur Joel et Ethan Cohen, si vous avez la chance de voir n'importe lequel de leurs films, faites-le. Joel et Ethan Cohen sont juste incroyables. Fargo, personnellement, est un de mes films préférés de tous les temps. J'adore ce film, j'adore comment ils se foutent de ta gueule dès le départ. Ils jouent avec toi, vraiment. Dès le départ du film, ils se foutent de ta gueule. Et le film part de plus en plus dans un délire incroyable qui est juste... Enfin, moi je trouve ça formidable. J'ai vraiment envie de donner beaucoup d'amour à Frances McDormand parce que j'adore cette femme. Je l'ai adorée déjà dans tous les films des frères Cohen parce qu'elle est tout le temps là. Je l'ai adorée dans Three Billboards où elle a eu un Oscar pour ça.
elle est exceptionnelle. C'est une des rares femmes en plus au cinéma hollywoodien qui est, malgré le fait qu'elle commence à avoir un certain âge, on lui donne encore des rôles, on la laisse faire ce qu'elle veut, on lui dit pas il faut que tu sois une belle femme, blablabla. Non, on lui donne des rôles géniaux. C'est une actrice qui a une présence, puis allez la voir, elle est géniale. Puis c'est pas mal tout. Puis en plus elle est dans Fargo, donc allez voir Fargo. Ouais, donc toi t'es plutôt team Fargo chez les frères Coen. Ah, je suis team Fargo à fond. Ouais, moi je pense aussi que ça serait mon film préféré de leur part, même si... Ils ont beaucoup de films qui sont géniaux, attention, c'est pas ce que je dis. Même, moi, Fargo, c'est plus mon que préféré. ça, il y a aucun de leurs films où vous allez pas passer un bon moment en le regardant. Il y a des films qui sont en dessous des autres, mais vous allez toujours passer un bon moment, ça c'est sûr. Et puis après, ils ont des choses qui sont tellement différentes entre Fargo et No Country for Old Men, qui est incroyable aussi, mais qui est tellement différent dans son ton. C'est toujours très amusant quand parce que quand tu connais un peu Joel et Ethan, tu t'attends à ce que ce soit drôle, puis tu tombes sur No Country for Old Men. Surtout, dans la version française, le titre est No Country for Old Men, virgule, non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Qui est le nom du bouquin. Et donc, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que t'as l'impression que c'est drôle un peu, genre comment c'est écrit, comment c'est monté. Il y a rien de drôle dans ce film là. Il y a rien de drôle dans ce film. Donc c'est génial parce qu'ils jouent vachement avec ce qu'on attend d'eux. Et ils font voilà, on a fait plein de films drôles, maintenant on va faire un film super dépressif. Puis là on va revenir avec un truc un peu au milieu. Alors on va faire un western. Ils sont super intéressants à suivre. Et écoute, on voit que ça nous a fait plaisir de parler de ce film et j'espère que ça nous fera autant plaisir la semaine prochaine pas du tout, je parle de la semaine prochaine, je veux dire l'épisode prochain de parler de Éclair de Lune, de Moonstruck, Narwan Jemison. Avec Cher. Et en attendant, Do you believe in love after love? Voilà, je te laisse, ça sera pas coupé au montage, évidemment. Oui, absolument pas. Je vais faire le montage moi-même pour pas le couper. Ça sera d'ailleurs le générique de fin. Exceptionnellement. En attendant, le prochain épisode, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre sur Twitter @CitizenCagePod. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Sur Google+, non, peut-être pas, ça c'est mort. Par contre, vous pouvez vous abonner sur iTunes, vous pouvez nous écouter sur Spotify, vous pouvez nous écouter sur YouTube quand on pense à mettre la vidéo. Ouais. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Et soyez heureux dans la vie, méditez, voilà, je sais bon pas. conseil. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On vous dit au prochain épisode pour Éclair de Lune. Et puis, écoutez, vivez la vie. Voilà, amusez-vous bien et à la prochaine, les gens. Do you believe in love after love?